Bonsoir. Je m'appelle Benoît Caponi et je suis là pendant une petite heure pour vous parler d'une entreprise artisanale qui, depuis maintenant 1 an et demi, fabrique principalement des sténopés, mais aussi du matériel pour les procédés anciens, pour les procédés alternatifs. Voilà. Je vais vous faire une présentation de tout ça pendant un temps qui va être assez court. Je vais essayer d'aller assez vite. Parce que quand on aborde ces sujets du sténopé, des procédés anciens, on a souvent beaucoup de questions. On a des gens qui savent parfaitement ce que c'est. Et puis, on a aussi beaucoup de gens qui découvrent un petit peu, qui peut-être, parmi les gens qui passent ici, n'ont pas forcément entendu le mot sténopé. Donc, je vais essayer de laisser beaucoup de place aux questions, parce qu'il y avait plusieurs choix possibles dans la présentation que je fais aujourd'hui. On avait prévu avec Rémi et Anaïs de Dantacuve, que je remercie pour leur invitation, de parler de l'aventure artisanale, de qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de créer, en quelque sorte, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, une marque d'appareils photo, des modèles d'appareils photo, pour un public certes restreint, parce qu'on est en analogique et qu'on est sur des procédés très très particuliers. Mais voilà, donc la première partie de la présentation, ça va être ça. Ensuite, je vous présenterai la gamme de modèles à la fois telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera aussi dans un avenir très proche. Et puis, dans le diaporama qui passera, j'ai fait une petite sélection de 20 ou 30 images qui vous permettront de voir quel est le type de photo et le type d'univers très particulier qu'on arrive à faire, à produire avec ces outils-là. Donc, on va commencer peut-être par une toute petite introduction sur ce qu'est le sténopé. J'ai vu des gens qui hochaient la tête tout à l'heure quand je me demandais s'ils en avaient déjà entendu parler. Le sténopé, c'est le principe de base, optique de base, qui va servir. C'est une chambre noire devant laquelle on va placer, à la place d'un objectif, un trou minuscule et un dispositif, quel qu'il soit, pour contrôler l'ouverture et la fermeture de ce trou. Et avec des moyens très simples, avec ce simple principe, on arrive déjà à faire des images, vous verrez tout à l'heure, qui ont des caractéristiques très particulières, mais qui peuvent être d'excellente qualité et en tout cas servir des projets artistiques assez étonnants. Pour commencer cette présentation, je vais vous emmener dans une petite série de photos. Comme vous le voyez, les appareils photo que je produis sont en bois. Ce n'est pas une industrie, c'est un artisanat. Donc je me suis dit que c'était quand même un petit peu intéressant que vous puissiez visualiser comment ça se passe très concrètement, la fabrication de ces outils. Et donc je voulais vous emmener dans une très très rapide petite visite de l'atelier, en commençant par le choix du bois. On me posait la question tout à l'heure. Le bois qui est utilisé en majeure partie pour ces appareils, c'est du noyer. Et c'est du noyer brut. J'ai la chance, moi, de vivre à Grenoble. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, vous avez la vallée de l'Isère, qui est une vallée qui est, on va dire, de quasi monoculture du noyer. Et donc, on a assez facilement moyen, directement en scierie, auprès des scieries, d'aller choisir sur pièce, d'aller choisir un tronc entier, de se le faire couper en tranches et de choisir les bois qu'on va ensuite travailler dans l'atelier. Donc là, c'est une image que vous voyez, c'est le noyer tel que moi je le prends chez mon fournisseur. Et l'image d'après, c'est mon petit stock une fois que le noyer est chez moi. Là vous n'avez pas que du noyer d'ailleurs, mais je vous présente mon atelier. On n'est pas dans une usine, on est vraiment dans un atelier artisanal de travail du bois. Et puis quelques-unes, on va passer assez rapidement dessus, mais quelques-unes des opérations de base. Je ne pars pas de planches déjà travaillées, je pars des troncs bruts. Donc toute une série d'opérations qui sont assez longues, des opérations qu'on appelle le délignage ou le dégauchissage. Pour moi, l'objectif, c'est de produire des planches ou des planchettes de noyer calibrées qui font l'exacte épaisseur, qui ont les caractéristiques dont j'ai besoin pour tel ou tel modèle et qui ensuite vont être usinées.
Donc voilà, c'est toute une série d'opérations qui permettent d'arriver à des choses qui sont parfaitement rectilignes, parfaitement droites, de la bonne épaisseur. Vous voyez ici sur la photo en bas à droite, vous avez une vérification de l'épaisseur pour savoir s'il faut encore diminuer. Ici, vous avez une phase importante de montage, c'est qu'une fois que toutes les pièces d'un appareil photo ont été usinées, ce que vous voyez là, c'est cet appareil-là, hein, en cours de réalisation. La vérification de chaque pièce avant de procéder à l'assemblage, ici avec un châssis tel que vous avez là. Alors j'ai sélectionné quelques-unes des opérations pour lesquelles j'avais des images à montrer. Ici, cette machine permet de réaliser, vous pourrez vous approcher tout à l'heure pour voir les appareils, vous voyez qu'ils sont, ils ont des arrondis tout autour, ils ont été travaillés. C'est cette machine qui s'appelle une fraise de table qui permet de réaliser ces arrondis, par exemple. Et vous avez derrière un petit stock de boîtiers en cours de préparation. Sur la droite, vous avez les boîtiers qui ne sont pas encore passés. Et sur la gauche, des boîtiers dont on voit que les arêtes ont été arrondies. Alors, toute une série de petites opérations comme ça, de détails. Ici, vous avez sur l'avant des boîtiers, vous avez une petite marque, la spirale que j'ai sur mon t-shirt ici, qui est frappée avec un poinçon en acier. Là, vous avez les pièces qui composent. Donc ici, on n'est plus dans de la menuiserie un peu, je veux dire, de dimensions assez importantes. On passe dans des toutes petites pièces minuscules, telles que celle-ci. C'est l'obturateur, en fait. On pourra le regarder de plus près tout à l'heure. Donc il y a aussi des phases qui permettent de travailler des pièces de bois toutes petites et qui sont quasiment de la précision. J'ai oublié de dire tout à l'heure, le choix du noyer, ce n'est pas seulement parce qu'il y en avait beaucoup à côté de chez moi, c'est aussi parce que c'est une essence de bois qui, au-delà du fait qu'elle soit très agréable à travailler, c'est vraiment un bois incomparable de ce point de vue-là, c'est en plus un bois qui a une stabilité dimensionnelle, qui a un grain extrêmement fin et qui peut être travaillé avec une relative précision sans trop de variations liées à l'humidité, voilà. Donc c'est un bois relativement stable et qui se prête bien à ce qu'on fait. Pour ces petites pièces, ça n'est encore pas suffisant. Donc c'est encore un autre bois. C'est plutôt du fruitier de type poirier ou pommier. Donc des bois encore plus fins et encore plus faciles à travailler sur des toutes petites pièces comme ça. Alors pour produire un sténopé, j'ai dit tout à l'heure, il faut une chambre noire. Cette chambre noire, chez moi, c'est une boîte en noyer. Il faut un obturateur. C'est un système qui vous permet d'ouvrir ou de fermer la chambre noire. Et puis, il faut un minuscule petit trou. On va rester un tout petit moment sur ce petit trou. On peut le faire très facilement. Il suffit d'une... D'ailleurs, on le fait beaucoup. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers et de stages de sténopés. On fabrique des sténopés avec des enfants ou avec des adultes en utilisant des boîtes en carton et toutes sortes de choses comme ça. On fabrique nous-mêmes les petits trous avec une aiguille et un morceau généralement de métal, d'alu ou de laiton ou des choses comme ça, très très fins. Les qualités d'image vont provenir de... En fait, ce trou, c'est l'objectif de notre sténopé. Donc, c'est de la qualité de son usinage et de la manière dont il est percé que vont dépendre les qualités de l'image. Les règles dans ce domaine, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais il faut que le trou soit parfaitement rond. Il faut aussi qu'il soit parfaitement plat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bourrelet sur les rebords du trou, comme quand on perce avec une aiguille, ça fait un bourrelet de l'autre côté. Et puis, il faut que le support dans lequel il est percé soit le plus fin possible. Et ce sont ces conditions-là qui vont nous permettre d'obtenir la meilleure définition d'image possible. Alors les trous, c'est une des seules parties de l'appareil que je ne fabrique pas moi. Je le fais faire par une entreprise qui travaille au laser. Et ce qui me permet d'obtenir ces qualités de perçage dans des épaisseurs de laiton. En l'occurrence, moi j'utilise du laiton qui sont de 10 microns. Donc c'est vraiment très très fin. C'est plus fin encore que du papier alu. Voilà.
Donc ces trous qui sont utilisés sur tous les appareils, alors je vais revenir un petit peu en arrière. Le sténopé, ça peut être pratiqué avec des appareils tout faits qu'on achète. C'est aussi un terrain de jeu pour beaucoup de photographes. C'est aussi un terrain de jeu éducatif qui est très très intéressant. Et parfois, on a quand même envie d'avoir un trou un petit peu meilleur qu'en celui qu'on arrive à faire l'aiguille. Et donc les mêmes sténopés que ceux qui sont montés sur les appareils, moi je les diffuse aussi du coup au détail, contre-collés de cette manière dans du carton, ce qui permet à des gens qui veulent s'amuser un petit peu à concevoir eux-mêmes leur boîte, de simplement venir apposer le trou sur leur chambre noire. Donc je les fais réaliser plutôt dans différentes épaisseurs qui sont adaptées à la profondeur focale de chaque boîte. Donc ici, vous avez une photo d'un trou de 0,22 mm, 0,22 mm de diamètre. Ce que vous voyez là, ça a été agrandi évidemment, et son contre-collage dans un carton. Un des appareils les plus... alors, quand on fabrique son sténopé soi-même, en général, on le conçoit pour du papier. Puisqu'une des choses les plus pénibles, en fait, à réaliser, c'est un système fiable d'entraînement du film, quel qu'il soit, que ce soit du film 120 ou du film 135. C'est un petit peu plus compliqué que de concevoir un sténopé pour papier. Donc, parmi les choses sur lesquelles moi j'ai travaillé, je vais poser le micro une seconde. Si vous voyez l'intérieur ici, vous avez une molette d'entraînement du film, des ressorts de pression qui permettent de maintenir, pour les gens qui pratiquent le 120, le format 120 en 6.6, qui permet de maintenir le rouleau de film bien serré, pour pas qu'il soit complètement éclaté à la sortie en fin de film. Et puis, donc l'obturateur qui est devant, qui est ici, que je vais essayer de manipuler d'une main. Donc une ouverture et une fermeture. Et puis à l'arrière, une petite fenêtre en cuir qui se soulève pour pouvoir voir les numéros des vues au dos du film. Voilà, donc c'est extrêmement simple. La principale difficulté, quand on ne travaille pas uniquement pour fabriquer ses propres outils, c'est qu'on a une nécessité, à partir du moment où on commence à les vendre à un public, à des photographes, à des amateurs, c'est qu'on se doit de concevoir un matériel qui soit fiable, pour les utilisateurs, mais aussi pour nous, parce qu'on ne peut pas se permettre de voir revenir des appareils parce qu'il y aurait un problème. Donc c'est finalement très simple, mais assez long et assez délicat de concevoir des systèmes avec un minimum de fiabilité. Donc le modèle 6.6, aujourd'hui en tout cas, c'est sans doute celui qui est le plus demandé parce que c'est un format de film relativement courant. Alors vous voyez que celui que vous avez sur la photo ne ressemble pas tout à fait à celui-là. Les couleurs sont un petit peu différentes. Voilà, ils proviennent de deux séries différentes, de deux arbres différents, avec des choix esthétiques que j'ai fait moi en jouant sur les contrastes de l'obturateur, de l'appareil. Donc ils sont tous un petit peu différents, ils sont numérotés évidemment. Vous voyez, entre celui-ci et celui-ci, on a deux appareils qui ont vraiment une gueule, un caractère. Une des images que je produis avec, en l'occurrence, ce modèle-là. Donc ici, pour les photographes, c'est l'utilisation de films standards. Là, de mémoire, c'est un Kodak Hectar sans ASA. Voilà. Je fais une petite, j'anticipe un petit peu sur la suite et sur ce qu'on redira ou qu'on reprécisera peut-être un petit peu tout à l'heure. Vous voyez que cette photo, donc faite sans objectif, faite avec un appareil extrêmement sommaire, elle a des qualités extrêmement différentes de celles d'un appareil normal. D'abord, on a une image, sur cette photo, on utilise pratiquement les deux caractéristiques principales du sténopé. C'est une profondeur de champ quasi infinie. C'est-à-dire que depuis le très très proche, on le verra encore mieux sur d'autres photos plus tard, depuis le très très proche jusqu'au plus lointain, on a exactement la même netteté. On a
pas de variation de ce point de vue-là. Et la deuxième caractéristique, c'est, alors elle n'est pas spécifique au sténopé, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec des appareils photo classiques, qu'ils soient argentiques, numériques, peu importe, c'est qu'on est quasiment systématiquement en pose longue. On va avoir des temps de pause, on a un diaphragme qui est extrêmement fermé. Vous pourrez approcher tout à l'heure, mais là, je ne pense pas que là où vous êtes, vous le voyez, le trou, et moi, je ne le vois pas non plus. Donc si je le mets à travers la lumière, je le distingue. Ça veut dire que mon diaphragme va être de l'ordre, en fonction des modèles, entre 150, F150, F200, F250, des choses comme ça. On n'a pas l'habitude de ces grandeurs-là. Ça signifie concrètement que les temps de pause vont être très longs. Et c'est même un petit peu ce qu'on cherche souvent en sténopé. C'est-à-dire qu'on va chercher dans des scènes de prise de vue à utiliser cette qualité-là et à jouer sur le mouvement différentiel entre des objets qui sont immobiles, des objets qui bougent en repassant au même endroit. C'est pour ça que la photo du manège, je l'ai mise, elle est assez parlante. Il y en aura une autre un petit peu plus loin. Et puis, arriver aussi à éliminer complètement de la photographie un certain nombre d'éléments. Ici, en l'occurrence, les passants. Il y en avait qui sont passés. Je me rappelle, il y avait une dame avec une poussette et 3 gamins qui sont passés pendant que la photo se prenait. On ne la voit plus. Voilà. Donc, c'est aussi une des choses avec lesquelles on va jouer. Et la dernière chose, c'est que les déformations géométriques produisent aussi des images qui sont assez particulières. Alors, je vais aller un petit peu plus vite sur les autres modèles. Le 4-5 pouces. Avec celui-ci, on fait du grand format classique, 4-5 pouces avec des châssis standards, pour ceux qui ont, ce sont les mêmes qu'on utilise avec les chambres photographiques. Et un système que je vais manipuler devant vous en posant le micro, qui est un système à glissière. Voilà, dans lequel le châssis vient se faire son étanchéité avec des ressorts de pression. Il en existe un deuxième modèle que je n'ai pas amené parce que, qui va permettre d'adapter pas seulement des châssis classiques, mais qui est un système sur lequel des molettes vont serrer un dos et ça permet d'accueillir des dos soit plus fins, soit plus épais, de type dos adaptateur pour film 120 ou dos Polaroid et des choses comme ça. Donc le modèle est un petit peu différent. Celui-ci n'est pas polyvalent parce qu'il n'accueille que les châssis. L'autre peut accueillir à la fois des châssis, des dos plus épais et des dos plus fins. Là c'est l'autre. Vous voyez qu'à l'arrière de l'appareil, vous avez un dos Polaroid qui est monté dessus. Et vous voyez qu'à l'arrière, vous avez des molettes. Et c'est elles qui vont en fait serrer le dos. C'est un système plus traditionnel en sténopé. Alors là, je me suis fait plaisir. Quelques images pour la com, un petit peu des appareils sur le même tac-bois que vous avez vu tout à l'heure. Et ici, une image prise en 4:5. En noir et blanc cette fois, avec des angles. Les modèles, ces modèles-là sont des modèles qui sont très grand angle. On est de l'ordre de... Alors, c'est compliqué de parler en équivalent 24-36, même si on est un peu obligé d'utiliser de dire ça, parce que là, le ratio hauteur-longueur de la vue est très très différent, mais on va dire de l'ordre de 18-20 mm, même parfois moins. Donc là, vous avez un appareil pour cette photo qui a été posé au sol et qui a pris à la verticale quasiment. Dans les procédés anciens, et alors là, on va être encore un petit peu plus spécialisé, je vais passer assez vite dessus, mais je tenais quand même à signaler ces productions-là. Je produis aussi en série des châssis presse. Châssis presse, c'est cet outil-là, qui est un outil qui est utilisé par les photographes qui pratiquent les procédés anciens, les procédés historiques de type cyanotype, platine, gomme bichromatée, c'est toute cette famille de procédés dans lesquels on insole un négatif du même format que la photo finale, donc grand format, sur une surface sensible qu'on a en général préparée soi-même, enduite soi-même. Et ce système sert à pouvoir manipuler l'ensemble pendant le processus de laboratoire, en maintenant plaqué de manière extrêmement ferme le négatif et le papier sensible. Ça fonctionne simplement avec des barres de pression, avec des ressorts.
Et ensuite, derrière, vous soulevez une plaque et votre sandwich, en quelque sorte, négatif papier, va être coincé là-dessous. Et on va pouvoir l'ouvrir partiellement sans qu'il bouge pour pouvoir vérifier dans certains procédés la manière dont il a été déjà insolé. S'il faut le remettre, et bien à ce moment-là, je referme et je remets sous l'insoleuse ou au soleil. Voilà. Donc c'est un matériel un peu moins grand public, mais qui trouve aussi son public parce que on n'est pas si nombreux à fabriquer ce type de matériel. Donc là, vous avez ce que je vous ai emmené ici, c'est un petit. Celui-là fait 24-30 cm. Il est prévu pour du 24-30. Le modèle que vous voyez sur la photo, si vous êtes observateur, vous avez vu qu'il a plus de barres et plus de lanières en cuir. Il est prévu celui-là pour du A3+, donc il est beaucoup plus grand. J'ai préféré amener le petit pour vous le montrer. Voilà, et le système de fermeture des barres à ressort qui viennent plaquer sur une plaque en bois très rigide. Alors, tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici, ce sont que des choses que je réalise en série, en petite série, mais en série quand même. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire que j'en ai à peu près toujours en stock. Ensuite, des photographes m'appellent parfois pour réaliser des adaptations, soit des appareils photo asténopés de dimensions un peu particulières. Enfin, parfois, les photographes ont un projet de création ou des contraintes de voyage ou d'utilisation. Et je réalise assez régulièrement des travaux d'adaptation pour eux. Des insoleuses également. C'est également un outil destiné aux procédés anciens qui permet, vous en voyez une ici, sur laquelle est monté un châssis. Sur l'image d'après, vous voyez les tubes d'insolation et l'arrière du châssis relevé. Voilà. Donc ça, c'est une insoleuse que j'ai réalisée. Ça, c'est vraiment des choses que je fais au cas par cas et seulement à la demande. Je ne fais pas de stock d'insoleuses. Et idem pour le... alors, il y a plusieurs noms à cet outil-là. Ça s'appelle une Afghan Box, ça s'appelle une caméra Minutera. C'est un procédé, c'est pas un procédé, c'est un outil qui servait autrefois surtout dans le monde méditerranéen, en Afrique, au Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Les photographes de rue utilisaient ce système qui est à la fois un appareil photo et un laboratoire. Ce qui leur permettait, avec très très peu de moyens, à une époque où la photographie était quelque chose d'assez précieux et enfin, c'était une affaire d'aller chez le photographe pour avoir un portrait ou un portrait de famille. À cette époque-là, on pouvait quand même se faire tirer le portrait pour pas grand-chose dans la rue par un photographe de rue qui utilisait ce type d'outil-là. Voilà, ça fait partie aussi des réalisations qui peuvent être faites, et là encore une fois, sur mesure. J'ai un concurrent et néanmoins un collègue très sympathique qui en fabrique, lui, par contre, en série. S'il y a des gens que ça intéresse, je pourrais vous donner ses coordonnées. Voilà, moi, c'est vraiment à la pièce et on ne fait pas vraiment le même genre de choses. Donc là, vous l'avez en fonctionnement dans la rue avec, ici, dans une autre installation. Voilà. Alors ensuite, alors je crois que c'est là, voilà. Ici, on va commencer toute une série de photos. Ce que je vous propose, sauf si j'ai oublié quelque chose qui me revient d'un seul coup, à ce moment-là, j'en reparlerai. Surveillez l'heure aussi, parce que je n'ai pas l'heure. Bon. Il nous reste une bonne demi-heure. Donc, on va regarder les photos petit à petit, on va les faire passer, mais surtout, là, je vais vous proposer voilà, il y a des choses que je n'ai pas évoquées, sur lesquelles vous posez peut-être des questions. Il y a sans doute des choses à préciser en fonction de ce que vous savez de ce dont on vient de parler. Et puis en même temps, on passera quelques-unes des images à propos desquelles on pourra poser des questions. Donc ici, ce sont des images qui n'ont pas été, ou très très peu, ce sont des négatifs tous qui ont été scannés. Voilà, il y a deux retouches de niveau et de contraste dans Photoshop, mais j'ai pas fait. Souvent, c'est intéressant de le faire, particulièrement en sténopé, de faire un travail. Alors,
Si on passe en bois numérique, on va appeler ça de la post-production. Si on est en chaîne argentique jusqu'au bout, ça va être au laboratoire. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est soit intéressant avec ces images de leur redonner du caractère, de leur redonner beaucoup de masquage, beaucoup de choses comme ça. Et on peut en faire vraiment pas mal de photographes arrivent à en faire des images vraiment avec beaucoup de caractère. Ici, ce n'est pas le cas. On est vraiment là dans le cadre de l'image destinée plus à montrer ce que ces appareils sont capables de faire. Là, j'ai une petite thématique en fond. Là, on passe à autre chose. Donc j'ai alterné. Hein. Vous avez de la couleur, vous avez du noir et blanc, vous avez du 6:6 et vous avez du 4-5 pouces. Donc ici, on a quelque chose où on voit très bien ce que je disais tout à l'heure sur la profondeur de champ. Hein, et on ne se pose même pas la question en sténopé. J'ai oublié de dire quelque chose. On n'a pas de viseur non plus. On n'a pas de viseur du tout. On a vaguement un moyen gravé sur l'appareil d'évaluer le champ de vision de l'appareil, mais on est dans un mode de photographie qui est extrêmement particulier. Il faut, pour photographier au sténopé, accepter la lenteur, accepter de faire 2 photos plutôt que 200, accepter aussi une part d'aléatoire, une part de hasard. On va voir dans... Alors pas ici aussi, on a la profondeur de champ. On verra plus tard une image, elle est beaucoup plus loin, une image de scène de rue. Donc dans une scène de rue, un petit peu comme le manège de tout à l'heure, on a des gens qui passent, on a des gens qui s'arrêtent, on a des gens qui repartent, on a des voitures qui passent, on a toutes sortes de choses. Et nous, on sait qu'on va exposer le film pendant 15 secondes ou 30 secondes ou 1 minute. Donc il va s'en passer des choses. D'ailleurs, des gens, on avait prévu qu'ils passaient, qui vont disparaître et puis qui vont s'arrêter. Donc on invite en quelque sorte une part d'aléatoire à l'intérieur de la photographie. Donc il faut aussi être prêt à ça pour photographier au sténopé. Après, on a des choses comme celle-ci qui peuvent quasiment paraître une photographie classique aussi. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions sur une photo ou une autre. Alors, il se calcule pratiquement de la même manière qu'en photographie normale. La seule différence, c'est que les grandeurs de diaphragme dont on parlait tout à l'heure, f150, f200 et quelques, on n'y est pas habitué. Donc, on n'est pas familier de ça. Donc, alors, quand on fait beaucoup de sténopé, ça finit par rentrer. Quand on en fait peu, moi je fournis avec les appareils, d'ailleurs c'est aussi sur mon site, on peut le télécharger. C'est un petit outil qui permet à partir d'une mesure de lumière normale avec un autre appareil ou une cellule à main, peu importe, à partir d'une mesure de lumière normale, on va convertir pour voir ce que ça donne à f150. Ça c'est une première chose, c'est assez facile en fait. Et ensuite, très vite, on acquiert la petite gymnastique mnémotechnique qui permet de s'adapter. Il y a quand même quelque chose en sténopé et en argentique, avec la plupart des films, pas tous, c'est qu'on a, avec des poses très longues comme ça, mais c'est la même chose en photographie classique, avec des poses très longues, on va devoir rallonger encore les temps de pause. C'est-à-dire que le film, c'est un petit peu comme s'il devenait moins sensible au fur et à mesure que la durée d'exposition. Donc il va falloir corriger des petites choses. Ça, c'est plutôt les fabricants de films qui, dans leur notice, vous disent « Attention, ce film-là, exposé à 1 minute, il faut prévoir d'exposer le double. » C'est un des groupes d'enfants. Oui, alors, j'en ai pas parlé, mais en plus des activités d'artisanat du bois, j'anime aussi beaucoup d'ateliers de stages, de formation, et en particulier parce que c'est un outil. Alors, on n'utilise pas ou rarement ou seulement pour la dernière séance avec les enfants ces appareils-là, parce que tout l'objet avec eux, c'est de leur apprendre à réaliser ce que c'est que la lumière, le lien entre la photographie et la lumière, et le fait pour des mômes de fabriquer eux-mêmes leur appareil photo. D'abord, au début, ils ne me croient pas.
Et puis à la fin, ils me disent on n'en avait pas parlé chez nous parce que chez nous, on ne nous aurait pas cru non plus. Donc, mais l'outil, le fait de fabriquer l'appareil, puis de réaliser en vrai des photos, et parfois dans certaines conditions, on arrive même à les exposer à la mairie du coin ou je ne sais pas quoi, c'est un véritable outil pédagogique. Et au bout de 3-4 séances, des bouts de choux de 7-8 ans commencent à vous dire d'eux-mêmes, ah ben là j'ai exposé trop longtemps. J'ai exposé le même temps que la dernière fois, mais je me suis rendu compte que la dernière fois il faisait gris, aujourd'hui il fait soleil, et donc c'est pour ça que ça ne va pas, j'aurais dû laisser moins longtemps ouvert. Et les premières fois que je l'ai fait, j'étais très très étonné de la rapidité pour des mômes qui à la première séance vous disaient la photo en gros se résumait chez eux à appuyer sur un bouton de tablette à peu près. Qui en 3 ou 4 séances, après avoir fabriqué un appareil photo et réalisé des premières images avec, puis les avoir vues en vrai dans leurs mains, comme ça, voilà, ces gamins-là ont compris ce que c'était que la lumière et que ça avait un lien avec la photographie, ce qu'ils n'avaient absolument pas réalisé avant. Ah, j'ai mis la photo de ce groupe parce que ceux-là, je les ai bien aimés. C'était des vrais sympas. Alors on ne fait pas de la photo, j'y pense parce que cette photo elle a une petite histoire, on ne fait pas de la photo volée en sténopé. Hein. D'abord parce qu'on est sur pied. Ici, de mémoire, le temps de pause devait être entre 30 secondes et 1 minute. Hein. Il y avait un 30 très gris, un film très peu sensible. Donc le monsieur qui faisait la manche devant l'église, forcément on a un petit peu discuté, quoi. On ne peut pas faire de photos de rue discrètes en sténopé, c'est pas possible. Alors là, le coup de l'arbre pris du pied de l'arbre, c'est un grand classique. Les habitués du sténopé me le pardonneront. Voilà un autre. Là, on est quasiment à de la photo de nuit. Je pense qu'on a dû dépasser les 20 minutes d'exposition. J'ai ouvert l'appareil, je suis allé boire une bière, puis je suis revenu. Un autre grand classique du sténopé, le mouvement de l'eau ou des nuages, hein, on fait ça aussi. Le mouvement de l'eau qui dessine des nappes comme ça. La même chose ici. Encore une histoire de profondeur de champ. Alors, dans les cours du Louvre, le sténopé, on ne fait qu'une photo. Hein. Après, on se fait virer. Galerie Lafayette aussi. Ouais. Les gens n'aiment pas. Alors, voilà, ça fait partie des choses. Enfin, pas mal de photographes argentiques le savent. Souvent, dans les lieux publics comme ça, les gens n'aiment pas trop les pieds photos et les appareils un peu bizarres. Donc, on ne fait pas long feu. Ah, j'ai pu en faire 2 quand même. Oui, là on a aussi un autre exemple de mouvement différentiel entre des passants qui eux font la queue, donc en gros ils piétinent sur place, donc on les distingue. D'autres passants qui sont, là, de mémoire on était à peu près 30 secondes de pause là, donc des gens qui faisaient la queue, on les distingue, et puis tout ce qui est immobile qui est resté net. Idem ici. Alors tiens, est-ce que quelqu'un devinerait, à part Rémi qui a déjà deviné je pense, comment est faite celle-ci? À l'intérieur du manège, ouais. Donc là vous vous rappelez, alors on va repasser celle d'avant pour celle-ci. Ici l'appareil est posé sur pied à l'extérieur du manège. Le manège tourne sur lui-même, on voit que ça traînait. Les passants ont disparu et les gens qui sont en gros immobiles, on les voit. Pour cette photo-ci, c'est exactement l'inverse. Je monte sur le manège, j'attache l'appareil à une des barres du manège et la photo se fait sur 7 ou 8 tours de manège. Donc les choses qui deviennent
à peu près visibles, ce sont les choses qui sont sur le manège, et tout ce qui est autour ne devient que traîner. La difficulté du manège et ce qui rend cette photo aussi bizarre, c'est que ça bouge beaucoup un manège quand on est dessus, et donc l'appareil lui-même, même fixé sur une partie fixe, il bouge aussi pas mal. C'est pour ça que le cheval n'est pas tout à fait net. Là, c'est la même statue, prise dans 2 formats et sous 2 angles différents. Si vous avez, donc voilà, si vous voulez retrouver tout ça, bah, vous pouvez vous rendre sur ces adresses. Il y a 2 petites choses, il faut que je les cite parce que c'est des gens qui m'ont aidé. C'est compliqué de démarrer une entreprise d'artisanat, de devenir fabricant d'appareils photo. C'est pas toujours très simple, et donc il y a un certain nombre de gens que j'ai envie de remercier parce qu'ils ont donné un coup de pouce au tout début en diffusant mes productions, notamment une boutique spécialisée dans les procédés anciens qui s'appelle Dizactis. Et c'est d'ailleurs un petit peu lui qui m'a poussé à faire ce type de matériel aussi, les châssis presse. Et puis des gens qui ont commencé à diffuser, et je pense en particulier à une boutique qui s'appelle Labo Argentique, qui aujourd'hui fait partie des quelques revendeurs de ces appareils-là. Bien sûr, oui. Si, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Allez-y. Donc je vous ai présenté ces 2 modèles qui sont aujourd'hui des modèles commercialisés. Ce que vous voyez ici, tout à l'heure, si vous voulez, vous pourrez approcher, les manipuler, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Ce sont des prototypes. Celui-ci est totalement finalisé, donc il est en cours d'essai. Cet appareil-là va utiliser du film 120 comme le précédent, mais il va être capable de faire des formats soit 6.6, soit 6.9, selon la manière dont on modifie des caches à l'intérieur. Donc celui-là a déjà été utilisé, maintenant il faut que je le produise en petite série. Et ces 2-là sont en cours de réalisation. Alors je me suis quand même débrouillé pour qu'aujourd'hui ils ressemblent un tout petit peu à quelque chose, mais si vous approchez, vous verrez qu'ils ne sont pas tout à fait finis. Ceux-là vont accueillir du film 135 et faire des formats plus classiques, plus grand public on va dire. Faire des formats 24-36 habituels pour celui-ci, et faire un panoramique qui va faire 24-72 pour celui-là. Voilà, avec à peu près le même système. Donc ceux-ci, voilà, j'ai pas fini de travailler dessus, mais ils sont dans les tuyaux. Ils passent plus de temps pour l'instant sur l'établi qu'être essayés. Voilà. Il y a des gens qui veulent s'approcher pour venir regarder et manipuler un petit peu tout ça, et puis on peut aussi continuer à discuter. Merci. Merci.